Et la garde des Sceaux, Christiane Taubira, est l'invitée de ce journal. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de le voir dans le reportage, le registre du commerce et des sociétés va déménager. Est-ce que le coût de ce transfert sera ponctionné dans l'enveloppe de réhabilitation du TGI? Ce ne sera pas ponctionné, c'est-à-dire que nous avons prévu ces travaux-là dans les 3 catégories de travaux que nous allons effectuer. La première, c'était des dispositions immédiates concernant les archives. La deuxième, c'était de gros travaux de réparation pour consolider le bâtiment. Et la troisième, c'est la restructuration. Donc ce déménagement du TMC était tout à fait prévu, donc sera effectivement compris et va faire partie de ce calendrier notamment qui est prévu, qui prend un petit peu de retard parce que essentiellement, notamment sur les gros travaux de réparation, il y a eu des diagnostics un peu complexes à effectuer sur le plomb, sur l'étanchéité de la façade, sur l'ossature par exemple. Donc nous aurons effectivement 4 mois de retard. Alors cette enveloppe, on le disait, de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Si on renouvelle le TGI, on peut supposer qu'une cité judiciaire n'est pas à l'ordre du jour finalement. Alors lorsque je suis arrivée aux responsabilités, je savais qu'il y avait un projet de cité judiciaire. Je l'ai fait chercher pendant des mois. Nous n'avons trouvé aucune trace de rien du tout. Donc j'ai voulu parer au plus pressé, donc régler la question des effectifs, puisque lorsque nous sommes arrivés en 2012, le tribunal était très très largement en sous-effectif, aussi bien en matière de magistrats que de greffiers et de fonctionnaires. Donc j'ai voulu apporter des réponses à cela. Et par exemple, lorsque nous sommes arrivés, il y avait 34 magistrats. Aujourd'hui, en 2014, ils sont 39. C'est considérable comme évolution. Et pour les greffiers et fonctionnaires, nous faisons également des efforts, même si nous avons parfois des problèmes de candidature, et notamment du fait que nous créons des emplois, mais qu'il faut le temps de la formation. Et puis, évidemment, il y avait la question immobilière, récurrente, lourde, à laquelle il fallait répondre. Donc, je n'ai trouvé aucune trace de ce projet de cité immobilière, pas de trace de dossier du tout à la chancellerie. J'en ai parlé ici d'ailleurs et des avocats m'ont donné des petits morceaux de dossier. Il ne s'agit pas de renoncer à une cité judiciaire, ceci étant... Malgré un contexte économique difficile. Ce ne sera pas dans l'immédiat. Je suis très très honnête et très claire là-dessus, ce ne sera pas dans l'immédiat, mais je pense que nous sommes vraiment quand même conduits, nous serons conduits à envisager une cité judiciaire. Ceci étant, je suis très très soucieuse de ce que la justice se rende dans la cité, qu'elle soit une justice de proximité et qu'elle soit donc à la portée des justiciables et notamment des justiciables les plus vulnérables, ceux qui par exemple n'ont pas des moyens de locomotion autonomes. Donc il faut que le tribunal soit quand même au centre de la ville. Alors justement, on va y arriver de cette aide juridictionnelle. Votre budget prévoit près de 379 millions d'euros. Le doublement du budget de cette aide qui permet de prendre en charge les frais de justice est l'une de votre ambition. Votre proposition d'une contribution de solidarité obligatoire a été rejetée par le Conseil national. Dans le contexte guyanais où une famille sur 4 est au-dessus du seuil de pauvreté, quelles seraient les conséquences pour les justiciables guyanais si cette réforme n'aboutissait pas? Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les ans, l'État détermine l'enveloppe de l'aide juridictionnelle. Et depuis que nous sommes aux responsabilités, depuis que je suis là, nous augmentons l'aide juridictionnelle tous les ans. Nous l'avons augmentée de 16% dès la première année. Cette année encore, nous l'augmentons de 10%. Donc l'aide juridictionnelle augmente et j'ai veillé pour la Guyane à ce que ça fasse partie des priorités, l'accès au droit, l'aide juridictionnelle et l'aide aux victimes. Et puis par ailleurs, il y a plus de 12 ans, que des rapports, il y en a une demi-douzaine, sérieux, disent que le système de l'aide juridictionnelle est essoufflé. Il est à bout de souffle. C'est la formule utilisée. Donc moi, depuis 2 ans, j'essaie de réformer. Donc j'augmente l'aide juridictionnelle tous les ans, mais j'estime qu'il faut aller plus loin. Par exemple, je voudrais augmenter le plafond de ressources qui est en deçà du seuil de pauvreté. C'est 936 € pour l'aide juridictionnelle totale. Je voudrais aussi améliorer l'indemnisation des avocats. Depuis 2007, l'unité de valeur n'a pas été revalorisée. Je voudrais aussi élargir les contentieux, c'est-à-dire qu'il y a des petits contentieux, notamment sur la santé publique, qui ne sont pas pris en compte dans l'aide juridictionnelle. Il y a de nouveaux droits que nous avons créés. Il faut que ces droits soient effectifs, donc que les personnes qui n'ont pas les moyens de payer eux-mêmes les honoraires d'avocats puissent être couverts quand même par ces droits-là. Donc pour cette ambition-là, multiple, je recherche de nouvelles ressources. Donc j'en ai trouvé déjà cette année, mais il faut aller beaucoup plus loin. Alors la contribution volontaire obligatoire, ça n'est pas ma proposition, c'est une des propositions qui est dans le rapport Le Bouillonnec. Il demeure qu'il est incontestable qu'il faut que nous puissions diversifier les ressources. Et moi, j'essaie de travailler avec la profession d'avocat. Moi, ce que j'ai dit aux avocats il y a 2 jours, j'étais devant eux. Voilà, tout à fait. Je leur ai dit, voilà, depuis 2 ans, je vous dis, je veux réformer avec vous
avec vous, sans aucune brutalité, mais pérenniser le dispositif parce que je veux en faire une grande politique nationale de solidarité. Maintenant, notez bien que, puisque ma méthode de douceur, de concertation, de dialogue n'aboutit guère, il y a une nouvelle méthode de brutalité qui a surgi il y a 3 mois, et c'est quand même moi qui fais rempart pour endiguer cette méthode de brutalité. Donc il faut que nous arrivions à discuter, il y a des ressources diversifiées à trouver, il y a des choses à consolider, mais je le rappelle, l'aide juridictionnelle... Cette réforme de l'aide juridictionnelle, vous y croyez? Ben, écoutez, moi j'ai dit aux avocats, j'ai dit vous aurez sans doute raté le seul garde des Sceaux qui s'attaque à l'aide juridictionnelle en tant que système de façon à pérenniser ce dispositif. Parce que pendant 10 ans où il y avait des rapports, aucun garde des Sceaux n'a essayé de réformer l'aide juridictionnelle. Et l'aide juridictionnelle n'augmentait pas sous l'ancien quinquennat. Par contre, depuis que nous sommes là, nous l'augmentons tous les ans. Mais en plus, je voudrais pérenniser, faire en sorte que dans 10-15 ans, on ne constate pas que le système est mort. Alors, cela fait 1 mois que votre réforme pénale est entrée en vigueur. Le principe, adapter les peines à chaque délinquant, tout en pensant à l'après-incarcération et puis surtout aux victimes. Comment optimiser son application ici en Guyane, quand on sait que les travailleurs sociaux qui doivent mettre en place un programme de suivi et de contrôle ne sont pas assez suffisants? Comment on peut le faire ici en Guyane? Alors, déjà, nous créons des emplois. Alors, le problème des emplois, c'est qu'il faut le temps de la formation. Je vous le disais tout à l'heure, 31 mois pour un magistrat, 2 ans pour un greffier, 2 ans pour les personnels pénitentiaires. Donc, il y a le temps de la formation. Mais nous allons souffler en 2015 parce que pour la première fois, nous aurons vraiment un solde positif. C'est-à-dire que les efforts que nous faisons depuis mi-2012 vont commencer vraiment à donner des résultats. Pour la réforme pénale, alors d'abord, il y a l'axe important en matière d'aide aux victimes. Cette année encore, j'augmente de 22% le budget de l'aide aux victimes, de 22%. J'ai fait ouvrir un budget d'aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance. Il y en avait 50 lorsque nous sommes arrivés. Dès l'année 2013, en une seule année, j'en ai fait créer une centaine. Et en 2014, nous sommes en train de terminer les 15 derniers bureaux d'aide aux victimes. J'augmente le budget d'aide aux victimes. J'ai lancé en janvier 2014 une expérimentation de suivi personnalisé des victimes. Et bien entendu, la réforme pénale entend individualiser la peine, c'est-à-dire faire en sorte que la peine soit efficace. Ces dernières années, il y a eu une solution de facilité qui était inscrite dans le code pénal et que les magistrats étaient obligés d'appliquer et qui consistait à prononcer des peines d'incarcération. On connaît les résultats. La récidive s'est multipliée par 3 en 10 ans. Et les sorties sèches, le fait de sortir de prison sans aucun encadrement, sans aucun accompagnement, a contribué aussi à la récidive. Je veux y mettre un terme pour les victimes, je veux y mettre un terme. Et pour ça, il faut que la peine soit efficace. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit individualisée. Alors, Madame la Ministre, à chaque remaniement, vous êtes celle que les médias annoncent comme partante. Vous avez pourtant porté le mariage pour tous, la réforme pénale. Qu'est-ce qui vous fait encore rester dans ce gouvernement qui est de plus en plus décrié? J'ai 2 grands chantiers. J'ai 2 grands chantiers. Celui de la justice du XXIe siècle, qui est entré dans sa phase de croisière pratiquement, avec des expérimentations qui ont commencé en début octobre et qui consistent à rapprocher la justice des citoyens avec le service d'accueil unique pour la justice, la création de chambres détachées, comme j'ai fait, la première que j'ai créée a été à Saint-Laurent-du-Maroni, et toute une série de modernisations pour les conditions de travail des personnels, donc fonctionnaires, greffiers et magistrats, mais aussi toute une série de modifications telles que la communication électronique, de simplification pour les justiciables. J'ai un autre grand chantier extrêmement important, c'est la réforme de la justice des mineurs. Il faut revenir à un dispositif, l'ordonnance de 45, qui soit plus cohérent, qui soit plus lisible, y compris pour les professionnels qui nous disent il y a un tel empilement de mesures que ça n'est pas clair, on s'y trompe et puis on n'arrive pas à accompagner les mineurs. Il faut savoir qu'ici, par exemple, la justice des mineurs est une justice sévère, puisque les mesures éducatives sont beaucoup moins nombreuses que la moyenne nationale et les décisions de peine sont beaucoup plus nombreuses que la moyenne nationale. Alors, donc il faut cette justice des mineurs efficace. Juste une dernière question. Localement, une nouvelle histoire politique est à remplir. Ça n'empêchera pas la presse de faire des scénarios. On va avoir une question plus locale. Une nouvelle histoire politique est à remplir, celle de la collectivité unique. Est-ce que vous vous sentez prête à relever le défi? Le défi de quoi? Alors, il y a rendez-vous dans 14 mois. Je ne pense pas que la campagne ait commencé. En tout cas, il semble bien... Pour 2 personnes, déjà, la campagne a commencé. Il me semble faire... Ce qui m'étonne, d'ailleurs, parce que j'ai entendu une contestation du mode de scrutin, j'en ai été extrêmement surprise, parce que je me souviens parfaitement que l'actuel président de région a été très actif
pour l'adoption de ce mode de scrutin. Mais vous ne me répondez pas, Madame la Ministre. Je viens de vous répondre, c'est dans 14 mois. Dans 14 mois, donc moi, j'ai un travail extrêmement important en tant que garde des Sceaux. Je réfléchis à des choses, y compris dans 10 ans, madame. Donc, c'est pas ça le sujet. Mais j'ai des choses très importantes à faire. Moi, je pense surtout que la Guyane a un potentiel colossal qui est un peu en hibernation, qui n'est pas mobilisé, alors qu'on a un taux de chômage dans la jeunesse qui est absolument insupportable. Nous avons des richesses naturelles, nous avons de l'espace, nous avons un territoire terrestre important, un territoire marin important aussi. Nous avons des potentialités considérables et pourtant 50 à 65% de chômeurs chez les jeunes et des jeunes non diplômés. Donc c'est absolument insupportable, intolérable. Il y a des disparités territoriales qui sont considérables. Et puis, voilà, il y a eu un rendez-vous en 2010, madame, vous en souvenez sans doute. En 2010, il y a eu la possibilité de choisir d'adapter un certain nombre de règles générales à ce territoire, à ses problématiques particulières, à ses réalités sociologiques, physiques, géographiques, culturelles. Ceux qui ont voulu rester dans le droit commun l'ont emporté. Voilà, on se rend compte que 4 ans après, les choses dorment. Donc, mais ça dépendra de la volonté des Guyanais. Et vous allez rebondir. Là, du coup, vous ne voulez pas entendre ma réponse. Je vous dis que ça dépendra de la volonté des Guyanais. Ça dépendra de la volonté des Guyanais. Très bien.